Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'engagement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour mettre fin à l'apatridie. La problématique était au centre d'un séminaire organisé au Togo sur plusieurs jours. Objectif, faire en sorte que d'ici 2024, les citoyens de la CEDEAO soient tous munis d'une pièce d'identité. Prise de parole du président kényan Uhuru Kenyatta à l'occasion du sommet mondial des leaders sur l'accélération de l'innovation et du déploiement des technologies propres. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la COP26 à Glasgow. Et puis le développement de l'industrie textile au Maroc, 102 projets d'investissement sont prévus, des projets qui devraient créer plus de 15 000 emplois. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les résultats provisoires des élections municipales en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est en pole position au niveau national. Mais dans les détails, cette victoire est peu reluisante. L'ANC devrait obtenir moins de 50% des suffrages, un score historiquement faible, mais qui ne crée pas la surprise. En 2016 déjà, lors des précédentes municipales, le parti avait aussi enregistré un mauvais score. Des résultats qui traduisent l'affaiblissement du parti, politiquement fragilisé ces dernières années par les problèmes de corruption notamment, mais aussi par la crise sanitaire. Ils étaient réunis à Lomé, au Togo. Pendant plusieurs jours, des experts se sont penchés sur la problématique de l'apatridie au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'occasion pour les participants de faire un point sur le plan d'action de l'organisation sous-régionale qui s'étend jusqu'à 2024. Samantha Sabirou-Sabobanga. À l'horizon 2024, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, prévoit une pièce d'identité commune pour ses citoyens. À cet effet, les experts régionaux sur les questions de la lutte contre l'apatridie au sein de la CEDEAO se sont concertés du mardi 2 au jeudi 4 novembre dans la capitale togolaise Lomé. La rencontre de 3 jours vise à faire le point sur les avancées de la campagne. Dans le cas la promotion de l'intégration sur-régionale. Il y a quelques années, les chefs de l'État, la CEDEAO, ont décidé de la mise en circulation d'une carte d'identité biométrique qui permettre aux populations de l'espace de circuler librement et surtout d'être à l'abri des tracasseries administratives aux frontières. Pour cela a été lancé il y a presque une dizaine d'années. Certains pays ont déjà pris de l'avance comme le Sénégal en établissant cette carte d'identité biométrique CEDEAO. D'autres sont à la traîne. Le Mali a lancé le processus il y a 2 ou 3 ans. Malheureusement, pour les problèmes dans l'introduction du marché, le processus a été freiné ou même arrêté. Selon le comité réuni, cette campagne va commencer par une procédure d'identification des cas d'apatridie, ce qui va permettre aux États de quantifier le nombre d'apatridis sur leur sol et d'examiner la meilleure approche pour l'éradication du phénomène. C'est une très bonne chose, ça peut permettre quand même aux populations qui circulent à l'intérieur de l'espace de connaître moins de tracasseries policières et d'être moins embêtés quand ils veulent se déplacer. Et ça va aussi remplacer la question de visa et de question de passeport entre ces pays-là. Je pense que notre espace est l'espace le plus avancé en termes d'intégration sous-régionale. D'ailleurs, nous sommes cités un exemple par rapport aux autres organisations sous-régionales africaines. Mais le processus quand même est enclenché. Il y a quelques difficultés en termes d'attribution du marché. Sinon, apparemment, les États et les populations adhèrent à cette garantie de CEDEAO qui va permettre au moins une situation plus fluide des populations à l'intérieur de l'espace. Les experts envisagent notamment un projet de loi modèle régional pour institutionnaliser et légiférer en faveur de la naturalisation des apatrides. Pour rappel, l'apatridie est le statut d'un individu dépourvu de nationalité ou n'étant reconnu par aucun État comme son ressortissant. Dans l'actualité également, l'instauration de l'état d'urgence approuvée par le Parlement en Éthiopie. La mesure a été validée par la Chambre des représentants du peuple ce jeudi 4 novembre, soit 2 jours après l'annonce du gouvernement. L'état d'urgence s'applique à l'ensemble du territoire national. Selon la Fana Broadcasting Corporate, une radio-télévision d'État, cette résolution vise, je cite, à protéger les civils contre les atrocités commises par le groupe terroriste TPLF dans plusieurs régions du pays. Le Front de libération du peuple du Tigré qui a annoncé le 30 octobre avoir pris la ville de Dessi en région Amara.
La COP26 se poursuit à Glasgow en Écosse. Dans le cadre de cet événement, s'est tenu ce mardi 2 novembre le sommet mondial des leaders sur l'accélération de l'innovation et du déploiement des technologies propres. Un événement auquel a pris part le président kényan Uhuru Kenyatta qui est revenu sur les avancées de son pays en termes d'énergie verte. Mildred Yamou. Le Kenya s'est exprimé à la tribune de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroule à Glasgow, en Écosse, depuis le 31 octobre 2021. Lors d'une réunion parallèle sur l'accélération de l'innovation et du déploiement des technologies d'énergie propre tenue le 2 novembre 2021, le président Uhuru Kenyatta a exprimé son regret quant au manque d'accès à l'énergie et au faible accès aux technologies de cuisson propre à travers le monde. La demande d'énergie est en augmentation et 759 millions de personnes dans le monde n'ont pas à ce jour accès à l'électricité. Environ 3 milliards de personnes n'ont pas accès à des combustibles et des technologies de cuisson propres. Le grand défi est donc de réduire considérablement les émissions de carbone du secteur de l'énergie, de renforcer la coopération et le financement, d'accéder à l'innovation tout en assurant un accès à l'énergie propre pour tous. Il est urgent de développer de nouvelles technologies énergétiques propres qui répondent à la demande énergétique sans exaspérer les émissions de gaz à effet de serre. Le chef de l'État kényan a proposé de prioriser la réduction des émissions de carbone dans les secteurs énergétiques pour lutter efficacement contre le changement climatique. Il a indiqué que le Kenya avait élaboré un plan de développement à faible émission de carbone et que le pays est en bonne voie pour réaliser une transition complète vers une énergie propre d'ici 2030. Kenya have made significant progress in advancing access to affordable and clean energy for all. And in this regard, le Kenya a fait des progrès significatifs dans l'amélioration de l'accès à une énergie abordable et propre pour tous. À cet égard, nous avons augmenté l'accès à l'électricité de moins de 30% en 2013 à plus de 75% en 2020. Nous avons installé la plus grande centrale éolienne d'Afrique subsaharienne et exploitons le potentiel géothermique disponible actuellement estimé à environ 10 000 MW pour nous aider à faire avancer notre programme vert. Le Kenya a démontré qu'il est possible d'atteindre des objectifs de développement ambitieux tout en restant vert. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif de 100% d'utilisation d'énergie propre d'ici 2030 et d'atteindre 100% de taux d'accès aux technologies de cuisson propre d'ici 2028. And to achieve a 100% access in clean cooking by 2028. Le président Kenyatta a noté que les énergies renouvelables représentent actuellement 73% de la capacité de production d'électricité installée au Kenya, tandis que 90% de l'électricité utilisée provient de sources vertes. Il a déclaré à la communauté internationale que son pays est plus que jamais engagé à jouer un rôle clé dans l'accompagnement des États membres pour contrer le changement climatique. 102 projets d'investissement pour développer davantage l'industrie textile. C'est l'ambition portée par le gouvernement au Maroc, d'une valeur de plus de 280 millions d'euros. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan de relance industrielle, un investissement qui devrait par ailleurs créer plus de 15 000 emplois. Mildred Yamou. Le Maroc prévoit le développement de son secteur textile. Le gouvernement a annoncé le 1er novembre 2021 102 nouveaux projets d'investissement dans ce secteur, financés à hauteur de 285 millions d'euros. Ces projets d'investissement interviennent dans le cadre du plan de relance industrielle en cours dans le pays. C'est un projet assez important du fait qu'il va relancer un des secteurs névralgiques de l'économie marocaine, non seulement pourvoyeur d'emplois, mais également un secteur qui a pris de la dimension, qui a pris de l'expertise et qui s'inscrit dans des créneaux porteurs en le sens où c'est l'une des branches les plus développées en matière des exportations. Donc la stratégie consiste également à freiner un peu le déficit commercial avec les pays avec qui nous avons des accords de libre-échange. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, il s'agit du renforcement de la présence des marques marocaines sur le marché national et international à des prix abordables et de la facilitation de l'accès des produits locaux au marché. Ces nouveaux projets devraient permettre la création de plus de 15 555 emplois stables et générer un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 6,96 milliards de dirhams, dont 84% destinés au marché local.
Il y a des accords de libre-échange là où le Maroc peut non seulement renforcer son dispositif d'exportation, mais également créer bien entendu créer des offres d'emploi, travailler sérieusement dans les écarts en termes de valeur ajoutée, et ça peut également interférer comme une sorte de parade pour les relocalisations, et notamment avec l'Union européenne. Donc la décision, c'est une décision assez importante et qui s'inscrit dans la stratégie du nouveau modèle de développement que le Maroc est en train de concrétiser. Ces projets vont également diversifier les offres textiles du Maroc, ce qui permettra de conquérir de nouveaux marchés à l'export. Les acteurs de l'industrie textile du Maroc prévoient de récupérer 40% de parts de marché au niveau national, réaliser un chiffre d'affaires de 60 milliards de dirhams à l'export et atteindre 60% de production en produits finis. L'Éthiopie pourrait prochainement se doter d'une nouvelle usine de production d'huile de cuisine. La compagnie Ethio Agriseft compte en effet débourser $1 milliard pour mener à bien ce projet. L'infrastructure, qui devrait être située en périphérie de la capitale, va aussi favoriser la réduction des importations. Joël Bello. Entre 2019 et 2020, le gouvernement éthiopien a importé 400 000 tonnes d'huile pour une somme de $283 milliards, soit plus de 80% de sa consommation. C'est dire combien la consommation d'huile de cuisine dans ce pays d'Afrique de l'Est est en plein essor. Conscient du manque à gagner du pays, Ethio Agriseft, filiale du conglomérat éthiopien Midrock Investment Group, a prévu d'investir $1 milliard dans la construction d'une usine de fabrication d'huile de cuisine. L'une des principales explications à ce que le potentiel du secteur de la production d'huile de cuisine en Éthiopie ne tourne qu'autour de 50% tient de ce que les petits producteurs, qui sont contrôlés généralement par les grandes centrales d'achat localement de matières premières, ont tendance maintenant à vendre à l'international, donc à exporter leur production de matières premières qui généralement est destinée à la production d'huile de cuisine. Je citerai le cas du soja, le cas du tournesol, sésame. Pour une capacité installée de 1500 tonnes jour, l'infrastructure qui sera installée à Addis Abeba fabriquera, outre de l'huile comestible, des aliments pour animaux à partir des sous-produits issus de l'extraction et qui seront destinés essentiellement aux fermes avicoles de la compagnie. L'objectif est de relever ce secteur qui fonctionne à moins de 50% de son potentiel en raison du manque de matières premières liées à l'exportation massive des oléagineux comme le soja, le tournesol et le sésame. L'huile, c'est l'incontournable dans l'alimentation, dans la cuisine africaine, européenne, asiatique ou occidentale. Donc cela peut s'expliquer que les autorités publiques autorisent l'importation de 400 000 tonnes d'huile de cuisine pour pouvoir satisfaire aux besoins des populations locales face à cette tendance qui consiste à exporter la matière première qui aurait pu permettre aux usines déjà installées de procéder à la fabrication locale des huiles de cuisine. Mais je peux encore dire que jusque-là, l'avantage par exemple de Midrock, ça tient de ce qu'ils ont également lancé de grandes plantations qui leur permettent donc déjà de produire de la matière première. Ce complexe devrait permettre à l'Éthiopie de galvaniser son économie en exportant plus qu'en important ce produit de première nécessité. Il faut souligner que l'huile de tournesol gagne de plus en plus en popularité auprès des consommateurs éthiopiens en raison de ses effets plus bénéfiques sur la santé. Un mot de sport à présent avec les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue au Cameroun en 2022. Le Limbe Omnisport Stadium, situé dans la ville de Limbe, dans la région du Sud-Ouest, sera notamment mobilisé pour la compétition. Mais face à la crise anglophone qui sévit dans cette région et celle du Nord-Ouest, quels seront les dispositifs sécuritaires mis en place? Élément de réponse avec Roberto Bogbe. Vu de loin, le Limbe Omnisport Stadium, un stade de 20 000 places construit en 2012, niché dans un paysage de montagne propre à ce côté ouest du Cameroun. Depuis quelques années déjà, ces régions du nord-ouest et du sud-ouest sont en proie à une guerre sécessionniste qui n'a pas encore connu son terme. Toutefois, le site de Limbe Boya va abriter la poule F constituée du Mali, de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Gambie, loin de tout danger.
Mais c'est tout à fait opérationnel, tout à fait prêt. Des choses sont nouvelles, notamment au niveau de l'hôpital régional. On a vu des appareils, des équipements nouveaux. On a vu les efforts des hôteliers de donner plus qu'un petit coup de peinture à leur centre, tout simplement. Non, je pense qu'on peut être orgueilleux d'avoir toutes ces installations. Le Limbe Omnisport Stadium pour les rencontres, le Centenary Stadium et le Middle Farm de Limbe, tout comme le stade de Moliko Aboya pour les entraînements. Ces différents sites sont dans les priorités du dispositif sécuritaire des autorités camerounaises. Sur place, les populations témoignent du degré de sécurité qui met à l'abri toute velléité d'exaction. Boya va mieux que les gens ne le disent. Nous connaissons tous la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais tout en tenant compte de cette situation, je crois que la ville de Boya, sans être excessif, me semble être l'une des villes les plus sécurisées de ces régions. Boya, Limbe, donc les villes où la CAN aura lieu dans ces régions sont très sûres. Et je crois que vous-même vous avez eu l'occasion de le voir. Lors du dernier CHAN, le championnat d'Afrique des Nations disputé au Cameroun, le dispositif sécuritaire qui va encadrer la CAN 2021 a été rodé. Au bout de la compétition remportée par le Maroc, aucun incident enregistré dans ces villes, tout comme dans tous les autres sites du pays. Cette fois encore, les autorités ont pour objectif une Coupe d'Afrique des Nations, sans fausse note. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.